Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré aux données du sol et du sous-sol. Je suis Jean-Pierre Rodriguez, chef de projet données à la région Grand Est et en charge de la plateforme Data Grand Est. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, comme tous les premiers jeudis du mois, ou presque, pour parler d'un sujet en lien avec la data. C'est le principe des jeudis, adonnez-vous à la donnée. Ainsi, nous vous invitons à noter dès à présent la date du prochain webinaire qui aura lieu le 3 octobre et qui sera consacré à la présentation des images satellites et de l'intelligence artificielle. Vous savez également à l'écran les principales dates des prochains webinaires qui auront lieu jusqu'à fin 2024. Avant de commencer, quelques rappels pour s'assurer du bon déroulement de cet événement. Tout d'abord, merci de privilégier le navigateur de Chrome. Ensuite, durant les présentations, n'hésitez pas à poser des questions en utilisant l'onglet « Questions » en bas à droite et réservez l'onglet « Chat » plutôt pour des discussions entre vous ou des petites remarques que vous aurez. Enfin, l'ensemble des vidéos et supports de présentation de ces webinaires seront disponibles sur le site de Data Grand Est et la chaîne YouTube Data Grand Est d'ici une semaine. Pour ce webinaire intitulé « Connaître les données du sol et du sous-sol », nous avons fait le choix de faire intervenir deux acteurs clés dans le domaine de la gestion des données sol et du sous-sol, le Bureau de recherche géologique et minière, BRGM, et la Chambre régionale d'agriculture, la CREG. Ces acteurs partageront leur savoir-faire et leur expérience en matière de production et de diffusion des données géologiques et pédologiques. Le BRGM, en tant que service géologique national, présentera ses contributions pour la gestion des sous-sols en mettant en avant les outils et ressources disponibles pour comprendre la composition et les dynamiques du sous-sol. De son côté, la Chambre régionale d'agriculture et GISOL détaillera les données relatives au sol, essentielles pour l'agriculture, la gestion des ressources naturelles et l'aménagement du territoire. Ainsi, nous aurons ce matin deux présentations. La première concernera le panorama des portails d'accès aux données du sous-sol et sera présentée par Damien Salquebre et Marielle Arregro-Roubreau. Bonjour. Parfait. Et la deuxième concernera les diverses sources de consultation et d'accès aux données sur le sol et sera présentée par Joëlle Sauter. Bonjour à tous, je suis Joëlle Sauter et je suis présente au titre de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est, dans laquelle je suis responsable d'une équipe sol et fertilité, mais je suis également là pour présenter tout un collectif d'acteurs autour de la connaissance des sols et en particulier pour vous présenter les données produites par le groupement d'intérêt scientifique Sol et l'apport auquel contribue le réseau mixte technologique Sol et Territoire que la Chambre régionale d'agriculture anime. Parfait. Merci Joël. Merci à tous. Je suis également accompagné pour ce webinaire par Bruno Irache de la société Realia, qui nous accompagne dans les actions d'appui d'animation. Bonjour, donc Bruno Irache, consultant Realia et nous accompagnons effectivement Data Grand Est dans un certain nombre d'animations. Donc à la fin des présentations, de chacune des présentations, j'essaierai de relever les questions qui auront été posées. On essaiera de voir si on peut y répondre à la fin des présentations. Voilà. Parfait. Merci Bruno. Et donc, Bruno sera en charge de la modération des questions lors de ce webinaire. Je laisse maintenant la parole à Damien de BRGM pour sa présentation. Oui, merci. Damien Salquebre, je suis au BRGM Grand Est, directeur régional délégué, et donc on a prévu de vous faire une présentation avec ma collègue Marielle Arregro, qui représente la direction du numérique du BRGM. Alors, quelques slides à partager avec vous. Et puis, simplement en introduction, pour vous présenter le BRGM, Service géologique national, en quelques mots.
Donc le BRGM, c'est un établissement public pour les applications des sciences de la Terre et on intervient sur de nombreux domaines là que vous pouvez voir ici, la géologie bien sûr, les eaux souterraines, les risques, ressources minérales, transition énergétique et données et services numériques. Donc au-delà des cartes géologiques qui faisaient partie des missions historiques du BRGM, vous voyez que les missions vont bien au-delà et représentent donc toutes les applications des sciences de la Terre. Le BRGM, c'est environ 1000 personnes. Alors, le siège est à Orléans donc une représentation en région est faite à travers différents sites. Donc pour le Grand Est, vous pouvez voir ici que l'on a 3 sites à Strasbourg, Nancy et Reims. D'ailleurs, en Grand Est, la grande partie de l'activité du BRGM porte plus particulièrement sur les eaux souterraines et les risques naturels, mais pas que. Et aujourd'hui, on a prévu de vous faire une présentation synthétique d'un panorama des portails web avec un focus sur l'accès aux données de base sur le sous-sol à travers Infoterre. Et donc, sans plus tarder, je passe la parole à ma collègue Marielle. Très bien. À toi, Marielle. Merci. Donc, je partage un premier outil. Est-ce que vous voyez le BRGM qui vous présente son écosystème web d'information? Oui, c'est tout parfait. Bon. Alors, donc, moi, je me présente un tout petit peu plus précisément. Donc, je travaille à la direction du numérique pour les géosciences et je m'occupe du support web, c'est-à-dire essayer de répondre et d'assister les internautes dans l'usage de tous nos outils, parce que vous allez voir qu'on a un certain nombre de sites web, plus d'une 50aine, qui déclinent un petit peu tous les enjeux du BRGM. Donc, ça peut être des risques, ça peut être de l'hydrogéologie. C'est vraiment, ça couvre tous les enjeux. Donc, le premier outil que je vous présente, qui est vraiment disponible à tous, dont vous aurez le lien dans les présentations, dans les slides qu'on vous diffusera, c'est un outil justement qui vous permet de voir un petit peu sur tous les secteurs où le BRGM est diffuseur de connaissances. Donc, je vais vous présenter un tout petit peu son usage, mais vous allez voir que c'est extrêmement simple. Donc, tout le monde pourra le prendre en main. Ça vous permet de trouver la bonne ressource d'information. Donc, comme l'a dit Damien, on a diverses thématiques, ce qu'on appelle chez nous les enjeux. Et pour chaque enjeu, on a des outils très dédiés. Donc, je prends par exemple ici le sujet des risques et de l'aménagement du territoire, et ça va vous amener à tous les sites, les sous-sites, nous on appelle ça un petit peu les sites satellites de l'information diffusée par le BRGM. Et ces sites satellites ont chacun des objectifs et des domaines d'application différents. Vous voyez que sur les risques, on a une demi-douzaine de sites. Et je vous présente peut-être celui qui est le plus connu et surtout le plus utile. On a à peu près 7 millions de connexions annuelles. C'est le site GéoRisque qui permet à tout un chacun de connaître les risques sur son territoire, que ce soit retrait-gonflement des argiles, que ça soit risque d'inondation. C'est vraiment à l'adresse un service grand public pour prendre connaissance des risques associés à une localisation. Donc, c'est le plus important. Et donc, sur ce site que je vous présente, cette petite application, vous allez découvrir une 50aine de sites dans toutes les thématiques et vous allez pouvoir accéder directement à ces sites puisqu'à chaque fois, on explique à quoi sert le site, on explique le degré de difficulté d'usage du site et on donne le lien vers le site en question. Donc, voilà pour ce document. Aujourd'hui, j'ai plutôt décidé de vous présenter Infoterre, alors qui est un site un peu ancien. Vous allez voir que l'ergonomie n'est pas formidable et c'est un peu pour ça que je voudrais vous donner des clés de lecture et des clés d'usage d'Infoterre. Pourquoi j'ai choisi Infoterre? Parce que justement, ce site-là, il est généraliste et il va présenter à peu près toutes les couches d'informations produites que le BRGM diffuse. Et comme son usage est un tout petit peu complexe vu l'ergonomie ancienne, je voulais vous faire une démonstration pour que vous ayez les premiers faire vos premiers pas dans Infoterre. Donc qu'est-ce que c'est Infoterre? C'est vraiment le visualiseur des données géoscientifiques du BRGM.
Et sa vocation, c'était justement de montrer l'intérêt de l'interopérabilité dans les données géographiques, géologiques, géoscientifiques, montrer l'intérêt de pouvoir superposer une couche d'informations, par exemple géologique, avec une couche d'informations sur les cavités ou les risques de pollution. Ça fabrique des cartes d'aide à la décision extrêmement importantes. Donc voilà pour ma petite introduction. Donc Infoterre, outil qui a pratiquement une vingtaine d'années maintenant, mais qui est extrêmement utilisé puisqu'on a plus d'1 million de consultations annuelles, bien que l'outil soit un peu complexe. Alors, on va regarder le visualiseur standard, hein, parce que le principe, c'est vraiment de construire sa carte en tant que de besoin avec les couches d'informations dont on a besoin. Donc, je vais choisir bien évidemment la ville de Metz, hein, pour être dans votre domaine. Donc, vous voyez que ça se passe à gauche, hein, je choisis une localisation et je zoome sur cette localisation. À droite, hein, on a des petits boutons à droite, pas très visibles et peut-être pas très explicites. Je vais pouvoir choisir la couche d'information que je veux consulter. Donc aujourd'hui, vous voyez les couches d'information disponibles. Hein, je vous ai dit donc qu'on voulait faire la preuve de l'intérêt de superposer des couches d'information. Donc voilà les grands domaines d'information qui sont les enjeux du BRGM, hein, la géologie, les risques naturels, les ressources minières, les pollutions, etc. Il ne s'agit pas toujours et pas que d'informations produites par le BRGM, puisque vous constaterez qu'on a par exemple une couche d'informations sur les espaces protégés, des couches d'informations topographiques ou du cadastre qui ne sont pas une production BRGM. Donc je disais que je voulais vous montrer les cartes géologiques. Donc on va choisir la carte géologique emblématique du BRGM, qui est la carte géologique imprimée au 50 000, que vous connaissez peut-être. Donc voilà, j'ai superposé une couche d'informations. Qu'est-ce que je constate? Je constate un petit peu que j'ai des disparités d'affichage, ce qui est bien normal puisque la couche d'information géologique française, elle procède d'un découpage au 50 000 et on a environ 1200 cartes pour couvrir la métropole. Donc si je veux un peu plus comprendre ce qui se passe, je peux observer le tableau d'assemblage des cartes géologiques et prendre connaissance de la carte géologique qui m'intéresse et du numéro de cette carte géologique. Hein, donc là, par exemple, la carte géologique de Metz, c'est la numéro 164. Je peux consulter, toujours dans les boutons de droite, je peux consulter la légende de cette carte et je peux accéder à la notice de cette carte. Alors là, je suis sur la carte de Briey, là, celle qui est en haut à gauche. Je peux accéder gratuitement à la notice explicative de cette carte, hein, pour rentrer dans le dur de l'information géologique. Et puis, je peux consulter la légende de la carte, hein, et comprendre ce que chaque caisson signifie. Je peux aussi, avec les petits boutons, un petit peu de navigation en haut de l'écran, je peux avoir de l'information sur n'importe quelle zone de cette carte. C'est-à-dire que si je clique sur le petit i et que je veux consulter une couche d'information, une formation géologique, je vais pouvoir voir que je suis sur une formation qui relève de calcaire à griffer, par exemple. Alors, vous constaterez peut-être que la légende ne ressemble pas tout à fait aux couleurs de la carte. Pourquoi? Parce qu'on a procédé à une harmonisation de cette carte géologique, hein, puisqu'elle a été produite à différentes époques par différents géologues, et que donc des fois, il n'y a pas tout à fait, ça ne concorde pas tout à fait d'une carte à l'autre. Donc, je vais vous faire observer la carte géologique harmonisée, qui effectivement donne une information peut-être simplifiée, mais plus lisible. Voilà, plus lisible et plus concordante entre les différentes formations. Et là, effectivement, si je regarde à nouveau la légende, vous allez voir que cette légende, elle est bien conforme aux couleurs que l'on voit ici. Hein. Et de la même façon, si je clique sur une formation, je vais avoir de l'information sur
des argiles bitumineuses, etc. J'ai un peu plus de détails sur chaque caisson, puisque derrière cette carte géologique harmonisée, il y a une base de données avec des informations sur chaque formation diffusée. Voilà, donc je vais quitter cette couche-là et revenir sur ma carte géologique pour vous montrer, je vais enlever le tableau d'assemblage également, pour vous montrer peut-être de l'information qui va vous être utile, puisque c'est l'information disponible dans la banque du sous-sol. Alors, les dossiers du sous-sol, ce sont des dossiers qui décrivent les milliers de forages qui ont été effectués sur le territoire français. Quand je dis le millier, c'est plus d'1 million de forages sur le territoire français. La banque du sous-sol les met à disposition, c'est-à-dire que chaque forage de plus de 10 mètres, chaque sondage, que ce soit à des fins géotechniques ou à des fins hydrogéologiques, sont bancarisés et l'information est disponible à tout un chacun. Donc ça, vous imaginez bien que pour l'aménagement, c'est extrêmement important. Et puis, je peux consulter chacun de ces points et disposer d'informations et de détails sur chaque forage utilisé. Donc ici, je vois que je suis toujours sur ma carte géologique imprimée, mais que j'ai accès à un ouvrage de la banque du sous-sol avec géologie vérifiée et documents. Avec cette fiche détaillée, je peux avoir de l'information de localisation précise sur ce dossier du sous-sol, sur ce forage. J'ai une description technique sur l'objet du forage, puisque là, il s'agissait d'une recherche d'eau. J'ai accès à des documents numérisés, donc vous comprenez bien qu'on a pratiquement un siècle d'informations. Donc, on a fait un inventaire historique à partir de données d'archives et on a numérisé toutes les informations sur ces forages. Il est évident qu'aujourd'hui, l'information sur les forages, elle est collectée de façon beaucoup plus simple désormais, puisqu'on a un outil en ligne qui s'appelle Duplo, et qui est un outil de télédéclaration réglementaire des nouveaux forages réalisés récemment. Alors là, je peux regarder par exemple, cet ouvrage est intéressant parce que voilà, c'est un ouvrage qui date, vous voyez, de 1944, et qui a été réalisé par l'autorité allemande sur la ville de Metz dans des temps un peu difficiles. Le plus intéressant pour les aménageurs, c'est cette information sur les logs géologiques numérisés, puisqu'on va avoir une information détaillée sur la stratigraphie de la zone en question. Donc, voilà, c'est l'usage principal, on va dire, d'Infoterre, c'est cette banque du sous-sol, et il y a un usage vraiment extensif des bureaux d'études et des aménageurs sur ce sujet-là. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette information, elle est exploitable, elle est téléchargeable. Je vais pas rentrer forcément dans les détails des téléchargements, mais la façon la plus simple d'utiliser Infoterre, c'est bien sûr d'imprimer, d'imprimer l'emprise de la carte et d'imprimer l'information que l'on a choisie, c'est-à-dire ici la carte géologique et sa légende. Voilà. Pour continuer sur le type d'informations disponibles, pour varier un petit peu les informations que je mets à disposition, j'ai l'intention aussi de vous montrer les données sur les sites et sols potentiellement pollués. Alors pareil, je vais vous montrer un énorme travail d'archives qui a été réalisé par le BRGM à la demande du ministère en charge de l'environnement. C'est ce qu'on appelle BASIAS et maintenant CASIAS. C'est l'information sur les anciens sites industriels et activités de service, de façon à garder la mémoire des éventuelles pollutions de ces activités. Donc pour ça, vous voyez, il y a énormément de points, donc je vais zoomer. Mettons que je zoome au 5000. Vous voyez que quand je zoome, j'accède à une vision avec une orthophotographie plutôt qu'à une vision topographique, parce que ça permet de se localiser plus facilement. Et toujours de la même façon, avec le petit i que j'ai utilisé en haut, je vais accéder à une fiche descriptive d'un ancien site d'activité industrielle ou de service. Et bon, j'ai choisi celui-ci parce que il s'agit du théâtre de Metz, qui est considéré comme un site potentiellement pollué, puisque quand j'accède à la fiche, si j'identifie l'établissement,
sa localisation. Donc, vous voyez, je vous présente une fiche Caseas. Donc, il y a tout un tas d'informations et on apprend qu'effectivement, dans un théâtre, il y avait un dépôt de liquide inflammable. Donc, vous voyez le détail de cet inventaire hein, qui vraiment, pour chaque ancienne activité, inventorie les risques potentiels. Donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais pour certains sites qui ont eu une histoire industrielle importante, il y a vraiment des dépôts hydrocarbures, plomb, etc. Enfin, il y a des choses très, très, très précises. Et un petit détail, vous voyez que quand je parle d'interopérabilité, c'est pas un vain mot, puisque cette fiche maintenant, elle est gérée par Géorisque, puisque les risques concernant les sites et sols pollués sont une spécificité de Géorisque également. Donc on voit bien qu'il y a interaction entre les données basiques d'Infoterre, hein, l'énorme bancarisation d'Infoterre, et puis les sites spécifiques, les sites dédiés, gérés par le BRGM. Donc toujours dans les sites et sols pollués, parce que j'ai vu qu'on avait beaucoup de partenaires des DREAL par exemple, on a rajouté sur Infoterre la couche des secteurs d'information sur les sols. Hein. Donc là, ce sont les secteurs où l'administration a rendu ses conclusions sur un niveau de pollution. Et donc, l'administration a statué sur le devenir possible de ces sols et le contrôle qu'il y a réalisé dans l'avenir en fonction des usages futurs du sous-sol. Et donc, par exemple, voilà, je tombe sur un secteur d'information sur les sols ici, toujours avec mon petit i, je peux savoir de quoi il s'agit. J'accède à la fiche. Encore une fois, il s'agit d'un risque, donc cette fiche, elle est gérée par Géorisque. Donc là, ce sont les secteurs d'information sur les sols, mais je pense que j'apprends rien à certains d'entre vous, sont décidés par les préfectures, hein, et puis les DREAL sont chargés d'observer, d'inspecter les pollutions suspectées ou avérées de ces secteurs d'information sur les sols et sont ensuite en mesure de statuer sur les obligations réglementaires qui vont être liées à cette parcelle. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici. Simplement, je vais rajouter quand même, parce que j'ai insisté beaucoup sur la partie visualiseur, parce que je pense que c'est la plus complexe à utiliser. Mais vous voyez que dans Infoterre, on peut également rechercher des données par d'autres moyens. On peut faire des recherches spécifiques. Par exemple, on peut rechercher des rapports. Tous les rapports publics que le BRGM a réalisés pour le compte de l'État ou des collectivités sont accessibles et téléchargeables. Donc, encore une fois, je fais ma petite recherche sur Metz. Alors, c'est une recherche très, très générale, mais vous voyez qu'on a 36 rapports publics disponibles sur la ville de Metz. Et il est également possible de chercher d'une autre façon. Là, je vais chercher, par exemple, les cavités souterraines de la ville de Metz. Et encore une fois, là, ce n'est plus une recherche cartographique, mais je peux avoir un descriptif de toutes les cavités recensées, encore une fois, inventaire historique, etc. Hein, et par exemple, accéder à un descriptif de la casemate de la ligne Maginot qui est disponible, qui est visible sur le territoire de Metz. Voilà, je pense que j'ai fait un tour très, très, très rapide, hein, mais vous aurez des slides qui rejoueront un petit peu la présentation que je viens de faire et qui vous permettront peut-être de démarrer, comme je l'ai fait aujourd'hui, de façon assez logique pour retrouver les bons boutons pour une bonne consultation. Merci Marielle. En complément, il y a une question dans le chat là. Alors ça fera peut-être le lien avec les géoservices. À savoir, existe-t-il d'autres moyens de mobiliser librement les données produites par le BRGM que via des API pour un usage sous dans local? Alors, tu peux nous dire un mot de… Ok, alors je vous en dis quelques mots, mais encore une fois, j'ai détaillé un petit peu les possibilités de téléchargement et d'usage des données dans les slides qui vous seront distribués. Mais ce que vous devez savoir se trouve ici.
données et services, c'est un onglet que j'ai pas présenté, donc vous faites bien de poser cette question. Les couches d'information du BRGM sont réutilisables et conformes aux exigences Inspire. Donc, ça veut dire que c'est des couches d'information que vous retrouvez, par exemple, aussi dans le géocatalogue, qui est le catalogue de toutes les données SIG disponibles et publiques sur le territoire français. Et donc, on a un certain nombre de modes d'accès aux données, et notamment des services WMS, WFS, des accès KML, etc. Et à chaque fois, on vous propose un service, ce qu'on appelle OGC, Open Geospatial Consortium. Et grâce à ces services, vous pouvez accéder à des données de géologie, par exemple ici, un petit peu plus loin à des données sur les risques, un petit peu plus loin à des données sur les matériaux, etc. Il y a aussi le moyen d'exploiter les données autrement et de façon peut-être plus simple aussi, c'est de télécharger des cartes géologiques. Je peux choisir de télécharger des cartes géologiques départementales, celle des DROM, la carte géologique de la France au million, etc. Et auquel cas, ce sont des données SIG qui sont exploitables par QGIS ou par ArcGIS, etc. Est-ce que j'ai répondu tout ou partie à la question, je pense, j'espère? Je pense. Oui, je pense Et pareil, puis, Marie. oui. Il me semble qu'il y a une autre Est-ce question que, aussi. oui, on peut répondre à l'autre question, Jean-Pierre, sur le site du PLO? Oui. Pour répondre sur cet aspect télédéclaration que tu as évoqué, Marielle, Ouais. tout à l'heure, de forage, avec cette appli avec Duplo, donc qui est l'outil maintenant pour télédéclarer en ligne pour les forages. Et la question des ouvrages de moins de 10 mètres de profondeur, alors on peut indiquer que Duplo aussi permet de télédéclarer les ouvrages de moins de 10 mètres de profondeur. Simplement, cette nuance des 10 mètres, c'est le code minier qui rend la déclaration obligatoire des ouvrages de plus de 10 mètres de profondeur. Mais les ouvrages de moins de 10 mètres aussi sont légitimes à être déclarés. D'ailleurs, il peut être nécessaire de les déclarer au titre d'autres codes, je pense code de l'environnement, notamment pour les forages d'eau. Oui. Alors, le Duplo, on est en train vraiment de faire de l'information dessus, donc vous en aurez très, très largement. On élargit vraiment le périmètre de Duplo puisque les forages géothermiques aussi enfin, c'est le même usage pour les forages géothermiques. C'est le même usage. On va utiliser Duplo également pour les forages domestiques. Donc, vraiment, il va y avoir une bancarisation des forages de plus en plus large. Et on est en train de construire un SI, un système d'information géotechnique, donc une espèce de banque de sous-sol géotechnique, parce que justement pour les aménageurs, les données les forages de moins de 10 mètres ont extrêmement de l'importance aussi. Donc oui, Duplo est l'outil pour tout ça. Et va renseigner directement la banque du sous-sol dont je vous ai montré les archives, en gros. D'accord, parfait. Merci Marielle. Je pense que c'était les deux seules questions qui ont été posées sur l'onglet questions et concernant vos présentations. Donc merci et merci à vous deux. Et maintenant, j'invite à Joël Sauter à continuer la présentation. Et voilà, je vous laisse, Joël. Merci. Voilà, j'engage le partage de l'écran. Voilà, donc comme je le disais précédemment, je vais tenir une présentation au titre d'un collectif d'acteurs pour vous donner les clés d'une meilleure connaissance des sols et d'utilisation de ces données. Et vous allez le comprendre assez rapidement que donc c'est porté par une grande diversité de sources d'informations et d'acteurs. Alors, pardon. Je souhaitais commencer par un petit rappel sur la définition du sol, qui a une place et des caractéristiques bien spécifiques par rapport au sous-sol et à la géologie qui viennent de vous être présentées. Et ceci, c'est pour avant tout vous convaincre aussi de vous intéresser au sol et d'aller mobiliser des données
qui décrivent ces sols et qui sont très complémentaires de celles du sous-sol dont vous venez d'avoir un aperçu à travers un brillant exposé. Et donc le sol, c'est un objet qui est situé à l'interface entre différents compartiments. Il correspond finalement à une formation naturelle de surface, qui est souvent une structure meuble d'épaisseur variable et qui résulte de la transformation de la roche-mère sous-jacente, donc finalement la couche géologique du sous-sol, sous l'influence de différents processus physiques, chimiques et biologiques. C'est une particularité des sols, c'est que c'est un objet vivant. Donc les sols, ils sont en contact de la biosphère, de l'atmosphère, de la lithosphère, donc la géologie, mais aussi avec des interactions nombreuses avec l'hydrosphère, donc tout le milieu lié à l'eau. Et donc on va décrire ces sols à la fois verticalement, sur toute la couche qui s'étend donc entre la surface et la roche sous-jacente, et s'intéresser aussi à la distribution spatiale des sols, donc leur description horizontale, pour lesquelles il y a une grande variabilité, et on emploie souvent aussi le terme pour décrire la couverture pédologique, cette couche d'information sur les sols. Alors, les sols, ils contribuent aux objectifs du développement durable tels qu'ils ont été définis par l'ONU. Et ils sont impliqués à travers des services écosystémiques dans au moins 5 objectifs donc de développement durable liés à assurer l'alimentation afin qu'il n'y ait plus de famine, contribuer à obtenir des eaux propres, contribuer également à la production d'énergie renouvelable et aussi lutter contre le changement climatique. Et enfin aussi avoir un lieu de vie pour les habitants de notre planète qui soit le plus agréable possible. Donc les services écosystémiques qui sont mobilisés à travers donc des propriétés de sol agissent surtout donc sur la fourniture de biomasse, qu'elle soit alimentaire ou énergétique ou d'autres formes de biomasse qui peuvent être très utiles. Les services qui sont liés donc à l'atténuation du changement climatique, notamment le stockage de carbone dans les sols, dont vous avez peut-être entendu parler. L'amortissement aussi des événements extrêmes liés à l'eau, c'est à travers le rôle que jouent les sols dans le ruissellement ou les inondations, quand l'infiltration de l'eau se passe moins bien. Et enfin, donc aussi un rôle important, un service lié à la régulation de la biodiversité, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais plus de 25% de la biodiversité terrestre est contenue dans les sols. Et c'est cette biodiversité qui va jouer dans le cycle des nutriments pour les plantes, mais aussi jouer dans le contrôle des ravageurs et des différentes maladies. Donc vous l'avez compris aussi, pour l'agriculture, les sols sont un enjeu très très important. Alors, je l'évoquais en introduction, il y a de nombreux acteurs qui sont impliqués dans la connaissance des sols en France. Alors, ça engendre une certaine complexité pour ceux qui cherchent de l'information sur les sols, mais c'est en même temps aussi une source de richesse, parce qu'il y a une diversité d'acteurs et de services qui sont proposés. Vous avez ici un aperçu des principales structures ou entités au niveau national qui vont intervenir sur la connaissance des sols. Alors, tout d'abord, le groupement d'intérêt scientifique SOL, qui a pour rôle la gestion du système d'information national des sols de France et qui va gérer bon nombre de bases de données SOL que je vais vous décrire tout à l'heure. Il y a également un réseau mixte technologique Sol et Territoire qui fédère des acteurs de la recherche et du développement et qui va principalement accompagner les utilisateurs dans l'utilisation de ces données sur les sols. À côté de ces deux acteurs, intervient également l'Association française pour l'étude des sols. Alors là, il s'agit d'une société savante qui propose notamment un centre de ressources documentaires très important sur la connaissance des sols et propose aussi des animations à travers des listes de diffusion et puis plein d'organisations de webinaires, de séminaires. Et enfin, pour finir, le réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols, le RNEST, qui assure un lien particulier entre la recherche, les services publics, et qui est également important pour nous donner au niveau national des informations sur les projets européens qui ont un lien avec les sols. En complément de tous ces acteurs qui ont vraiment un rôle très centré sur les sols, le réseau des chambres d'agriculture joue également un rôle dans la mobilisation des données sols pour un meilleur conseil aux agriculteurs dans leurs pratiques quotidiennes, mais elle joue également un rôle dans la collecte de données et d'informations sur les sols, qu'elle va mettre dans le pot commun, et ça je vais vous l'expliquer dans les diapositives suivantes. Alors,
la Chambre d'agriculture Grand Est, évidemment, donc fait partie de ce réseau des chambres d'agriculture, et assure un certain nombre de fonctions et pour une meilleure connaissance des sols. Donc nous contribuons à l'enrichissement des connaissances à travers des observations de terrain. Nous mettons également à disposition des outils de consultation et de données sur les sols, plus spécifiquement sur le Grand Est, et c'est à travers un partenariat avec Data Grand Est notamment que nous pouvons mettre à disposition ces données et les faire connaître. Je le disais en introduction, la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est assure également le rôle de pilote du réseau mixte technologique Sol et Territoire. J'en profite là pour vous attirer votre attention qu'à chaque fois que vous allez voir sur mes diapositives là le petit pictogramme, c'est pour attirer votre attention sur des liens qui vont vous conduire vers des sites en ligne ou des sources de données qui pourront vous alimenter en termes de données, de connaissances sur les sols. Je reviens donc au rôle de la Chambre d'agriculture. Elle assure également évidemment un appui et un conseil aux agriculteurs, mais de la formation aussi et des expertises complémentaires pour mieux intégrer la connaissance des sols dans leur travail au quotidien. Et donc aussi avec tout un travail de prestation de services qui portant sur des suivis d'agropédologie, de caractéristiques de sol sur leur potentiel agronomique, mais également des diagnostics sur le sensibilité au ruissellement ou les risques érosifs. Alors, maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des acteurs qui vont jouer directement dans la mise à disposition des données sol. Donc, le groupement d'intérêt scientifique SOL en fait partie, et c'est donc vraiment cette structure-là qui va jouer dans l'acquisition, la capitalisation et la mise à disposition des données sol collectées au niveau national. Ce groupement d'intérêt scientifique a été créé en 2001. Des conventions sont renouvelées par tranche de 5 à 6 ans et il y a une nouvelle convention qui est actuellement en préparation. Ce groupement, il fonctionne sous la coprésidence des ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement, avec un bon nombre d'acteurs partenaires, et vous voyez que le BRGM en particulier figure parmi les membres du GISOL. Là encore une fois, ça illustre la proximité entre le sous-sol et le sol, même au point de vue institutionnel. Pour assurer vraiment le travail au quotidien de la gestion des données, du système d'information sur les sols, c'est l'unité de recherche Info et Sol de l'INRAE qui coordonne toutes les actions et les programmes du GIS. Alors, le GISOL a mis en place donc différents programmes qui permettent de contribuer à la capitalisation des données sol. Un premier programme d'importance est le programme Inventaire, Gestion et Conservation des sols. Alors, ce programme a permis d'élaborer des bases de données à diverses échelles. Une première échelle de capitalisation et de création de bases de données correspond au référentiel régional pédologique. Donc, ce sont des bases de données qui sont établies au 250 millième et qui aident à la décision au niveau régional, voire départemental. Sous la même forme, mais avec plus de précision, un programme de connaissances pédologiques de France conduit à la réalisation de bases de données à des échelles allant du 100 millième au 50 millième, qui sont pertinentes pour des utilisations plutôt à l'échelle de la commune ou de bassin versant. Voilà. Et dernier niveau, les secteurs de référence. Donc là, ce sont les bases de données les plus précises avec une échelle de l'ordre du 10 millième pour une utilisation directe au niveau parcellaire. L'ensemble de ces bases de données sont toutes renseignées selon un même modèle conceptuel de base de données, la structure DONSOL. Vous en avez un aperçu là à droite, mais je ne vais pas rentrer du tout dans le détail. Sachez simplement que cette structure de base de données permet à la fois de capitaliser des données ponctuelles, dont des descriptions de profils pédologiques, et des données surfaciques, qui correspondent donc à des cartes avec des unités cartographiques de sol qui sont décrites dans une base de données relationnelle assez complexe qui permet de décrire l'agencement de types de sol au sein d'unités cartographiques de sol. Ce programme inventaire, gestion, conservation des sols, il s'appuie également sur le rôle d'acteurs en région, dont la Chambre régionale d'agriculture Grand Est fait partie, pour le territoire du Grand Est. Et donc ces acteurs en région, ils ont multiples rôles à jouer dans la capitalisation des données en amont de la constitution des bases, mais également dans le relais et la diffusion de ces données et l'accompagnement des utilisateurs à la mobilisation de ces données. D'autres sources de données cartographiques sur les sols existent
et sont également portés par le groupement d'intérêt scientifique SOL et s'appuient sur des techniques un peu plus innovantes de cartographie des sols par modélisation statistique. Alors, ces cartes-là, elles proposent des prédictions de propriétés de sol sur un maillage fixe, et les prédictions de propriétés sont assorties d'évaluations de quantification de l'incertitude de la propriété prédite. Je vous montre juste en illustration un produit de cartographie des sols par modélisation statistique qui correspond donc à une carte nationale d'estimation des stocks de carbone dans les sols sur le premier horizon, les 30 cm d'épaisseur. Ces données-là, vous allez pouvoir y accéder à travers le catalogue de données du GIS-Sol. Encore une fois, les liens sont rappelés à travers ce petit picto sur la diapositive. Alors, ces données-là, elles sont encore un petit peu un pied dans le monde de la recherche, mais elles sont de plus en plus accessibles aux utilisateurs non chercheurs, et notamment grâce à l'intervention et aux travaux qui sont conduits par le Centre d'expertise scientifique, le CES, cartographie des sols, qui s'appelle TEIA. Et donc ce collectif d'acteurs, il a pour objet donc de fédérer les efforts de recherche, de lever les verrous méthodologiques, d'élaborer des produits de cartographie des sols par modélisation statistique, dont une partie s'appelle le Global Soil Map, mais également d'organiser le transfert des compétences et de favoriser l'utilisation de ces données un peu particulières. Un des produits qui a été réalisé dans le cadre de ces travaux-là et par l'intervention aussi de partenaires en Bretagne, c'est la carte que vous voyez là en bas à droite, d'estimation de propriété, donc de teneur en argile du sol, donc publiée sur le site de Sol de Bretagne. Les données cartographiques des sols que je vous ai précédemment présentées ne sont pas mises à jour, j'allais dire, de façon très régulière. Une fois qu'un référentiel régional pédologique est établi, c'est quand même pour un bon moment. Ce que je vous présente là, c'est une source d'information qui va permettre d'avoir un aperçu de données avec une évolution temporelle. Il s'agit là du réseau de mesure de qualité des sols, qui est également piloté par le groupement d'intérêt scientifique SOL, et qui permet sur un maillage de 2200 sites sur le territoire métropolitain d'avoir un aperçu donc d'évolution des propriétés et de la qualité des sols. Diverses thématiques peuvent être suivies, la teneur en carbone des sols, mais également la présence d'éventuels contaminants dans ces sols ou la biodiversité. Alors, ce réseau, il présente également une particularité, c'est que l'ensemble des sites qui sont échantillonnés pour faire les analyses qui conduisent aux données d'observatoire, les échantillons, ils sont conservés dans une pétothèque. Et ces échantillons, à la demande de chercheurs ou de programmes nationaux, peuvent être remobilisés et permettre de nouvelles analyses sur des nouvelles questions de recherche qui se poseraient. Voilà. En termes de données qui présentent également des informations avec une variabilité temporelle, je voulais vous présenter deux autres produits du groupement d'intérêt scientifique SOL, qui sont d'une part, alors, la banque d'analyse de terre, qui correspond donc à une mise en commun de toutes les analyses qui sont réalisées dans les horizons de surface de sol cultivés, mis à disposition par des laboratoires donc sur le territoire français, et qui sont traités de façon statistique et agrégés par canton sur 5 périodes pour le moment. Il y en a une 6e qui est en préparation. Et donc pour accéder à ces informations, il y a également un site qui vous permet donc d'interroger la base de données et de visualiser différentes statistiques sur donc par exemple la teneur encore une fois en carbone organique des sols, mais également les éléments de texture, tout ça agrégé à l'échelle des cantons. Le pendant de cette banque d'analyse de terre, plutôt sur des caractéristiques physiques et chimiques des sols, qui présente pour le coup des éléments d'analyse sur les éléments traces métalliques, c'est donc la banque d'analyse des éléments traces métalliques. Elle aussi ne concerne que des résultats d'analyse collectés en horizon de surface. Et simplement, cette banque-là est pour le moment disponible sur 2 périodes seulement pour le moment, mais également une 3e période d'analyse qui est en cours de traitement, qui sera prochainement mise à disposition sur une tranche de période plus récente, donc pour un aperçu des évolutions d'éléments de traces métalliques dans les sols agricoles. Alors,
je vous ai présenté très rapidement les différentes sources de données. Maintenant, je vais un petit peu plus insister sur la disponibilité de ces données, avec un petit focus sur le Grand Est. Donc, pour les programmes nationaux portés par le groupement d'intérêt scientifique SOL, la plupart donc ces données, vous allez pouvoir les trouver, elles sont référencées dans leur catalogue de données. Il y a également à votre disposition un entrepôt de données, donc le Dataverse du GISOL, sur lequel vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations disponibles gratuitement. Concernant un programme spécifique du GISOL qui est le programme Inventaire, Gestion et Conservation des sols, dont je disais tout à l'heure qu'il s'appuie sur des acteurs régionaux ou départementaux dans les territoires. Là, l'accès sur l'information, elle est un petit peu plus complexe et peut s'appuyer sur des canaux de diffusion divers, certains nationaux, d'autres régionaux. En haut de cette diapositive à droite, là, vous avez un canal de diffusion national qui est porté par le géoportail de l'IGN et qui donne un aperçu de cette cartographie des sols obtenue à travers les référentiels régionaux pédologiques. Donc là aussi, le site d'accès, bien sûr, les données sont consultables librement, gratuitement. Ça va bientôt évoluer et à travers les évolutions du géoportail, et vous retrouverez bientôt ces informations sur carte.gouv.fr. Ces informations-là, elles ont été élaborées aussi grâce à l'intervention commune du réseau mixte technologique Sol et Territoire et du GISOL. Plus spécifiquement en Grand Est, donc il y a des relais d'information qui sont proposés par la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Vous en avez une illustration ici, avec l'accès aux référentiels régionaux pédologiques à travers la plateforme Nos Territoires. Mais c'est également à travers une collaboration que j'évoquais tout à l'heure avec Data Grand Est qu'un certain nombre de données sols sont accessibles et visualisables sur le Grand Est. Je vais vous le présenter tout de suite après. Je voulais juste, avant de quitter cette diapositive, vous dire que pour les utilisateurs qui cherchent des informations au-delà des bases de données qui sont consultables, téléchargeables, et qui cherchent simplement à savoir s'il y a des études de sol qui sont disponibles à diverses échelles et souvent plus précises, vous pouvez aller consulter le site Réfersol, qui est donc un catalogue des études de sol disponibles sur le territoire national avec un outil d'interrogation. Et vous pourrez savoir à ce moment-là si des études de sol sont disponibles, si elles ont été scannées, si elles ont donné lieu à des bases de données que vous pourrez ensuite demander à obtenir en écrivant à l'unité Info et Sol de l'INRAE. Donc je vous disais que dans le Grand Est, Data Grand Est intervenait aussi à nos côtés pour une meilleure information et un accès aux données sols. Tout d'abord parce que c'est grâce à Data Grand Est qu'on a pu publier notre catalogue de données sols sur le Grand Est, et aussi parce que on a pu produire, pour le moment c'est encore, j'allais dire presque un prototype, mais des outils de consultation des données sols à travers le MViewer. Alors pour le moment c'est disponible pour l'Alsace uniquement, mais on espère bien un jour étendre ça à l'ensemble du Grand Est. Et donc sur ce MViewer, vous allez pouvoir obtenir des données déjà un petit peu prédigérées, pré-traitées, plus faciles à consulter, sur des entités thématiques telles que la consultation, donc la texture des sols, la différentes profondeurs, la profondeur du sol elle-même, ou une carte qui présente des classes de circulation d'eau dans les sols sur le territoire alsacien. Voilà. Alors, j'espère que je vous ai pas perdu en cours de route, mais en tout cas, si certains d'entre vous étaient perdus, vous avez la possibilité de vous y retrouver un petit peu plus en consultant notamment le Vademecum du petit pédologue du Grand Est. Et ce document qui est mis en téléchargement sur le site de la Chambre régionale va vous aider à avoir un aperçu des principaux sols du Grand Est, mais également donc consulter des fiches descriptives de ces principaux sols avec certaines propriétés, mais également aussi mieux comprendre quelles sont les sources d'informations, les différentes bases de données auxquelles vous allez pouvoir accéder. Alors, cet accès aux données sols en France, vous l'avez compris, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe que ce que vous propose le BRGM. Mais néanmoins, sachez que globalement, il y a quand même un accès gratuit, une diffusion centralisée des données issues des programmes nationaux et proposées donc par le groupement d'intérêt scientifique SOL. Les données ponctuelles décrivant les sols, ça c'est une différence importante par rapport au BRGM. Ces données ponctuelles, elles sont dans l'état actuel des choses, réservées à des travaux de recherche, ou si d'autres personnes souhaitent y avoir accès, elles sont anonymisées. Ça, c'est vraiment lié aux droits de propriété des sols qui sont spécifiques.
Donc pour les données du programme Inventaire, Gestion, Conservation des sols, la situation donc est encore un petit peu complexe, puisqu'il y a de nombreux propriétaires et diffuseurs de données, avec parfois des conditions variables d'accès. En Grand Est, c'est gratuit, mais il y a encore quelques petits territoires pour lesquels l'accès aux données est soumis à paiement. Pardon. Donc il y a vraiment, pour résoudre cette problématique et faciliter la vie des acteurs qui souhaitent s'intéresser aux données sols, le réseau mixte technologique Sols et Territoires a travaillé à faciliter cet accès aux données en essayant d'améliorer l'harmonisation d'accès aux données, de faciliter les outils de partage et mettre en commun des outils de valorisation et de diffusion de ces données sols. Et il y a notamment en 2022-2023 un projet qui a été conduit de préfiguration de plateformes collaboratives dont l'objectif est de faciliter pour les utilisateurs l'accès à ces données sols, mais aussi à diverses ressources, que ce soit des compétences, des supports de formation, et enfin, une dimension importante qui serait mise en place à l'issue du déploiement de cette plateforme e-sol, c'est vraiment d'avoir un espace de mise en commun et de collaboration des acteurs qui œuvrent autour de la connaissance des sols. Diverses informations sur cette plateforme e-sol telle qu'elle a été étudiée et imaginée, vous les trouverez encore une fois sur les deux liens en bas de cette diapositive. Pour finir, pour laisser un petit peu le temps aux questions, je voulais simplement attirer votre attention sur un événement qui va avoir lieu en fin d'année, au mois de décembre, autour de la Journée mondiale des sols qui elle-même est le 5 décembre, mais il y a toute une série d'animations et d'événements qui sont organisés en Normandie pour une partie en présentiel, mais également des webinaires donc auxquels vous pourrez accéder très facilement et qui portent cette année, puisque c'est le thème qui a été choisi par la FAO, sur les données et informations sur les sols. Donc je vous encourage vraiment à aller sur le site dont vous avez le lien ici, parce que le programme va être, enfin il est déjà consultable, mais il va être progressivement mis à jour avec, je n'en doute pas, des sources d'informations qui pourraient intéresser un bon nombre d'entre vous. Voilà, et je crois que j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Joël, merci beaucoup. Et je pense qu'on a une seule question concernant ta présentation pour l'instant. C'est Eric Chuy qui se demande, sur le stock de carbone, je ne trouve que des cartes images ou PDF. Est-il possible d'accéder aux données? Oui, tout à fait. Et donc, en tout cas, pour les cartes nationales, c'est en allant sur le Dataverse d'INRAE, du GISOL, que vous pourrez accéder à des données, à des jeux de données en format numérique. Alors, tout à l'heure, dans l'exposé du BRGM, il était expliqué que l'accès n'était peut-être pas très intuitif et très facile, mais j'avoue que pour les données sols, il est peut-être encore un petit peu plus complexe. Mais on y travaille pour faciliter la vie des utilisateurs et l'accès à ces informations. Et localement aussi, en partenariat avec Data Grand Est, on est en train de travailler à la mise à disposition en local aussi du catalogue de données sols qui peuvent intéresser les acteurs du Grand Est et pour pouvoir plus facilement accéder aux différentes ressources numériques. D'accord, parfait, merci. Et pour ceux qui se demandent si les supports de présentation seront partagés, oui. On l'avait dit au début de la réunion que tous les supports seront partagés ici une semaine sur le site de Data Grand Est ainsi qu'une vidéo replay sur la chaîne YouTube de Data Grand Est. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, et merci Joël. J'invite à Damien et à Marielle à rallumer vos caméras. Et pour conclure, j'aimerais remercier les intervenants pour la qualité de leur présentation. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou d'informations complémentaires sur les présentations. Et en conclusion, ce webinaire nous a permis d'explorer en profondeur les données disponibles sur les sols et les sous-sols grâce aux expériences partagées de BRGM et de la Chambre régionale d'agriculture. Nous espérons que les présentations de ce matin vous auront apporté une meilleure compréhension des outils, des ressources et des portails disponibles pour accéder à ces données essentielles à la gestion des sols et des sous-sols. Et ces informations sont non seulement importantes
pour l'agriculture et l'aménagement du territoire, mais également pour la gestion durable des ressources naturelles. Donc, je vous propose de conclure ce webinaire. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.